Alors voilà, maintenant c'est au tour de Sabine Henry de prendre la parole. Sabine Henry est professeure au département de géographie de l'Université de Namur. C'est une très bonne connaisseuse des migrations dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne. Elle a aussi beaucoup travaillé sur la relation entre migration et environnement. Et elle va aborder un aspect que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celui de l'évaluation du nombre de migrants climatiques, une tâche plutôt ardue. Voilà. Bien, merci à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter plutôt plusieurs recherches que j'ai menées sur ce sujet et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est si difficile d'avoir des chiffres sur la migration environnementale. Alors je passerai sans doute rapidement sur certains transparents parce qu'on a déjà évoqué notamment la première partie qui concerne la définition. Peut-être juste pour vous rappeler que parmi les nombreuses catégories dont François vous a parlé, il y a des gens qui vont migrer pour des raisons environnementales mais qui vont s'approcher d'une situation de migrants, et puis à l'autre bout, on a des individus qui vont plutôt migrer dans une situation de réfugiés. Alors quelle est la différence que je fais? C'est principalement la capacité d'avoir un contrôle sur le processus. Quand on s'approche de la migration environnementale, donc une migration de type, un mouvement de type migrant, donc on a des personnes qui vont migrer par rapport à une sécheresse ou à la montée du niveau des eaux. C'est un processus graduel et donc petit à petit ils ont la possibilité de choisir leur destination. Et puis à l'inverse, vous n'aurez pas toute l'image mais vous comprendrez les deux exemples, aux Philippines, en Indonésie, suite à une catastrophe naturelle où là le mouvement est assez rapide et les choix sont beaucoup plus réduits. Alors plusieurs chercheurs se sont intéressés à ces catastrophes naturelles et en particulier à la manière dont les gens vont revenir sur leur lieu d'origine. Alors ici c'est un cas d'école qui a été beaucoup étudié, c'est Katrina en Louisiane, et on a la population de la Nouvelle-Orléans au moment de la catastrophe qui tourne à 455 000 personnes, et puis on voit que très vite, après le passage de Katrina, la population a chuté, et ce qui nous intéresse, c'est de voir si effectivement les habitants de la Nouvelle-Orléans sont revenus dans la ville. Et ce qu'on voit, c'est que 3 ans après, il y a toujours une partie de la population qui n'est pas revenue. Et où s'est-elle installée? Mais dans des États relativement proches de la Nouvelle-Orléans, ou dans des destinations qui sont régulièrement choisies par les migrants, et notamment par les migrants économiques. La côte Est, la côte Ouest, New York, la Californie. Alors, je passe cette définition pour en venir aux estimations. Alors, depuis longtemps déjà, ici c'est un transparent qui a été préparé par Susanna Damo il y a 10 ans déjà. Elle faisait la liste de ces chiffres, et je pense que la vidéo l'a montré également, des chiffres importants qui concernent la migration climatique et le nombre de personnes qui vont bouger pour des raisons environnementales. Alors ce qu'il y a dessus, c'est la difficulté d'avoir des données adéquates pour mesurer ces migrants, que les nombres sont rarement, il y a rarement un consensus sur ces chiffres, et comme elle le disait déjà, on a besoin de méthodes créatives. Et c'est une partie de ces méthodes créatives que je voudrais partager avec vous. Alors commençons par quelques tentatives d'estimer les migrants environnementaux. Ici c'est un travail qui a été réalisé par le CIESIN à New York. Il a produit toute une série de cartes de pays clés. Le Bangladesh, c'est un cas d'école pour la migration environnementale. Et ces cartes mettent en avant en rouge les zones qui sont à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, en vert les zones qui sont à plus de 10 mètres. Plus la couleur est foncée, plus la densité de population est élevée. Alors certaines personnes ont utilisé ces cartes pour identifier ou pour illustrer les migrations environnementales. Mais bien sûr, ce n'est pas une mesure du nombre de personnes qui ont migré suite à une catastrophe naturelle, mais plutôt une mesure des populations à risque.
Alors d'autres ont essayé aux Philippines, c'est un de mes doctorants, Andrés Ignacio, ont essayé d'estimer la population qui est vulnérable. Alors ici, à l'échelle des Philippines, on ne le voit pas sur la carte parce que j'ai voulu vous montrer l'ensemble du pays, mais il a des données à l'échelle prises par le recensement, à l'échelle du secteur statistique pour la Belgique, et il essaye d'identifier les personnes qui sont les plus à risque, dans son cas, aux inondations. Alors, les Philippines sont connues pour être frappées régulièrement par des typhons, mais celui-là, le typhon Haiyan en 2013, a été particulièrement dévastateur. Et donc nous avons des cartes qui représentent en rouge les zones qui ont été fortement affectées par le typhon, et puis en jaune les zones qui ont été détruites, dont les bâtiments ont été détruits. Mais là encore, on n'identifie pas le nombre de personnes qui a migré, mais les zones qui ont été touchées. Alors pourquoi c'est si difficile d'estimer la migration environnementale ? En 2011, on a un très gros projet, le Foresight Project, qui a essayé de synthétiser les différents facteurs de la migration. Les facteurs qui sont connus, les migrations, sont des facteurs à l'échelle micro et à l'échelle des ménages, à l'échelle méso. Et puis, ils ont mis en avant différents facteurs à l'échelle macro, les facteurs politiques, démographiques, économiques, les facteurs sociaux et les facteurs environnementaux. Alors l'intérêt, un des intérêts de ce schéma conceptuel, c'est de distinguer les facteurs environnementaux des facteurs liés aux changements globaux de l'environnement et de pointer l'idée que les changements globaux de l'environnement, ici ce soir on parle du climat, vont influencer ce pentagone de facteurs macro. Alors si vous avez déjà essayé d'effectuer une recherche empirique, la difficulté pour pouvoir mettre en avant l'influence d'un facteur sur d'autres est que pour pouvoir le faire, nous avons besoin de données pour chacun de ces éléments dans la même période temporelle et à la même résolution spatiale. Alors en 2003, j'ai défendu ma thèse sur ce sujet, maintenant il y a 15 ans, et c'était à l'époque une des premières preuves empiriques du lien entre sécheresse et migration à l'intérieur du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Alors je voudrais rapidement vous expliquer comment j'ai procédé. Nous avons d'une part une base de données qui reprend 10 000 individus au Burkina Faso et on a le parcours migratoire. Donc on leur a demandé leur parcours depuis l'âge de 6 ans. C'est la première carte. Au centre, on a une enquête qui reprend des caractéristiques des villages, puisque les facteurs socio-économiques sont des facteurs importants pour la migration. Et puis enfin, la dernière carte, ce sont les données climatiques à une échelle relativement fine. Et l'idée du travail, c'était de lier ces trois sources d'informations pour essayer de voir l'influence des sécheresses sur la migration, et notamment l'influence des conditions pluviométriques au moment où la migration a eu lieu. Alors les résultats étaient finalement très simples, de dire oui, les conditions environnementales elles influencent bien la migration, mais surtout dans les zones rurales, c'est surtout une stratégie de survie, maintenant c'est quelque chose qui est très connu. Par contre, on ne voit pas un exode urbain comme on l'avait imaginé, et encore moins les migrations vers l'étranger, les migrations internationales, elles sont plutôt ralenties en période de sécheresse. La migration a un coût, il est difficile de couvrir ce coût de la migration au moment d'une sécheresse. Alors cette conclusion en 2014, c'était déjà très bien, mais par contre, on ne tenait pas du tout compte de la perception des populations. Si vous ne percevez pas la sécheresse, vous n'allez pas nécessairement migrer, même si la station météo en tient compte. Et donc, c'est la deuxième étude dont je voudrais vous parler. Alors, c'est une étude, toujours au Burkina Faso. Il y a 4 zones, ici. Et nous avons pris toute une série de variables qui représentent le climat. Elles sont ici. C'est la longueur de la saison des pluies, c'est la quantité d'eau sur une année, c'est la durée d'une période de sécheresse, par exemple. Et nous avons à la fois pris les données qui ont été mesurées dans les stations météo pour cette longue liste de facteurs climatiques, et
les mêmes indicateurs tels qu'ils sont perçus par la population. Alors la première, chacune des zones, chacune des 4 zones, la première représente la perception par les populations, la seconde l'observation. Alors ce que vous devez voir certainement, même si vous êtes au bout de l'auditoire, c'est que la majorité des observations apparaissent en rouge. En rouge, c'est quand il y a une différence entre l'observation faite par un scientifique et la perception par la population. Alors Daria a évoqué l'idée de voir la perception de manière positive ou négative. Et si je reprends une des phrases de ce film que vous connaissez maintenant depuis longtemps, qui avait déjà à l'époque l'idée de se poser la question de ce qui se passerait si le flux des migrants environnementaux se joignait au flux des migrants économiques. Alors pour des chercheurs, c'est intéressant de voir si finalement ce qu'on connaît sur la migration économique, est-ce que c'est utilisable pour comprendre les migrations environnementales. Alors ce qu'on a pu constater sur certaines études empiriques, c'est qu'il n'y a pas de réel changement en termes de composition des flux, en termes de destination. On l'a vu pour Katrina, c'est finalement les mêmes destinations qui vont être réactivées, et de type de mobilité. On l'a vu comme pour les migrations économiques, l'importance de l'effet des réseaux, et puis ce qu'on cherche à savoir depuis déjà plusieurs années, c'est quelles sont les personnes qui vont être les plus impactées par le changement climatique et quelles sont les personnes qui sont les plus à risque de partir. Et justement, on s'est intéressé aux personnes à risque de partir, mais on pourrait aussi s'intéresser à celles qui ne vont pas partir, à celles qui sont incapables de bouger. Alors c'est une étude c'est un concept qui a été mis en avant dans le rapport Forsyth, mais c'est un concept qui a été le point de départ d'une recherche en cours pour le moment en Namur. Et la zone d'étude, c'est la zone qui a été frappée par ce typhon Haiyan Yolanda aux Philippines. Vous le voyez, il y a 3 zones qui ont été frappées. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas bougé malgré l'arrivée du typhon et malgré les dégâts après le typhon. Alors la manière dont on a collecté de l'information par rapport à cet environnement est d'utiliser un jeu de société. Donc nous avons joué avec les personnes, et notamment parce que vous pouvez imaginer que le passage d'un typhon aussi destructeur vient réveiller des émotions fort complexes, et donc c'est assez difficile de collecter de l'information via une simple enquête. Et donc l'idée, c'est de comprendre les émotions qui sont vécues face à l'environnement. Alors on a utilisé un jeu sur base de photos prises sur place, et dans le jeu, les personnes devaient associer des émoticônes qui représentent ces différentes émotions, la joie, la peur, la tristesse, la colère, et la personne devait associer ces émoticônes, ces émotions, aux différentes facettes de l'environnement. Alors par exemple, ici nous avons une photo de palmiers qui sont fort penchés. Donc en tant que scientifique, on est persuadé qu'effectivement ça va être la colère ou la tristesse qui va apparaître. Et puis vous voyez qu'il y a des émoticônes qui sont très positives par rapport à cette zone, parce que le ménage qui a joué avec cette photo associe les palmiers à une source de revenus. Et c'est un élément dont François a mentionné également, cette difficulté de séparer facteurs économiques et facteurs environnementaux. Alors, toujours pour continuer en termes de recherche, les liens entre le migrant et la famille qui est restée au pays est également une source de recherche intéressante quand on parle de migration climatique et de migration environnementale. Et notamment, on s'intéresse à l'effet de cette migration internationale sur l'environnement à l'origine. Et donc on essaye de comprendre si finalement avoir un migrant à l'étranger peut être bénéfique pour le ménage. On parle souvent de l'effet positif en termes de revenus, mais est-ce qu'il peut être aussi, est-ce que cet argent qui va être gagné par le migrant peut être aussi positif pour l'environnement?
Et ce qu'on a pu mettre en évidence, alors là c'était une zone rurale en Équateur, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que le départ du migrant, qui est souvent le père de famille, a été bénéfique, notamment en termes de déforestation, ou plutôt un processus de reforestation, puisque l'épouse et les enfants ne sont plus capables de cultiver les mêmes parcelles, et donc on a pu retrouver un niveau de reforestation plus important. Alors en conclusion, comme on l'a déjà dit, on s'attend à un accroissement important de l'impact des catastrophes naturelles et du changement climatique, mais surtout de la perception de ces impacts. Et donc, ce qui va nous intéresser, je vais peut-être aller directement là, c'est d'identifier le niveau de tolérance d'une population au changement environnemental. Et on a vu qu'il y a des différences entre la perception et l'observation faite par les scientifiques. On va avoir besoin de plus d'informations empiriques, notamment sur la manière dont les ménages ou les individus prennent des décisions face aux risques, sur les personnes qui sont impactées, sur les personnes qui sont à risque de bouger, et puis j'aurais pu ajouter sur celles qui n'en auront pas la possibilité. Alors, concernant les études empiriques, je vous ai présenté plus en détail, on montre que l'environnement est une source de confusion et qu'il y a une grande différence entre les composantes naturelles, la perception, les émotions. J'ai parlé de vulnérabilité, qui est encore un autre élément à analyser. Et donc, on encourage dans la recherche des recherches et une collecte de données empiriques qui est plutôt collective et complémentaire. Alors je termine, je ne savais pas que Daria allait souligner à ce point l'importance de percevoir la migration également de manière positive. J'ai l'habitude de terminer mes présentations sur le sujet par cette citation, c'est de Hein de Han, en 2005 déjà, qui souligne finalement que la clé, ce n'est pas la migration en soi, mais c'est la manière, les conditions dans lesquelles les gens vont partir, dans lesquelles ils vont pouvoir arriver ou s'insérer dans notre société. Voilà, merci.